Bonjour à vous. Écoutez, merci d'être toujours aussi nombreux à regarder ces vidéos sur la vie au travail. Alors, je voudrais aborder avec vous cette question du changement que j'ai pas mal développé dans mon dernier livre sur les situations difficiles au travail. Je me suis toujours posé cette question, pourquoi on a un tel mythe au niveau des comités de direction sur la résistance au changement? Bon, la réalité de ce qu'on observe, c'est que je dirais que la plupart des dirigeants perçoivent que leurs collaborateurs en fait sont des génies. La plupart des équipes de direction prennent beaucoup de temps à réfléchir aux décisions de changement, c'est tant mieux. Ils se font accompagner par des dirigeants en stratégie, des dirigeants en organisation, ils ont des rapports prospectifs. Ils ont vraiment une belle matière pour pouvoir réfléchir ensemble euh, au pourquoi d'un changement. Et quand on regarde un petit peu la communication qui est faite sur ces changements, la plupart du temps, demandent à leurs collaborateurs de prendre la même décision en quelques minutes. Voilà. Par exemple, on va annoncer un changement majeur, une réorganisation ou l'implémentation d'une nouvelle technologie par email ou par vidéo. Et on s'attend à ce que les personnes qui, quelque part, subissent ce changement adhèrent directement en intégrant de suite les arguments logiques. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, ces personnes n'ont pas eu le temps de décider de ce changement, de faire toute l'élaboration intellectuelle pour comprendre les avantages de ce changement, mais on leur demande d'adhérer à ce changement très très rapidement. Voilà, je pense qu'il y a un vrai malentendu. Euh, c'est naturel que les personnes aient des doutes. Alors après, pourquoi les personnes résistent? Souvent, ce que j'observe, c'est que, premièrement, elles résistent parce qu'il y a beaucoup de changements. Ils sont de plus en plus fréquents. Et que les personnes résistent surtout parce qu'elles commencent à être fatiguées ou démotivées de s'adapter à ces changements. Ce n'est pas le changement lui-même qui pose des difficultés dans les organisations, mais c'est la discipline qu'on met dans l'accompagnement du changement. Même dans des grandes organisations de 10 000, voire à 100 000 collaborateurs, l'observation, c'est que on ne mobilise pas des équipes spécifiques d'organisation qui sont en charge d'accompagner le changement. Il y a 3 grandes phases dans l'accompagnement au changement. Premièrement, faire des études d'impact, c'est très important d'étudier l'impact potentiel sur les risques psychosociaux, sur les conditions de travail, l'activité du travail que peuvent avoir un changement, sur la relation humaine, anticiper quelles sont les populations qui peuvent être vulnérables par rapport à un changement. Ça, c'est très important de pouvoir, dès l'amont du changement, travailler cette question et informer les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois les CHSCT, les directions générales, les directions des ressources humaines, les managers de proximité, et puis le groupe projet en charge du changement et les salariés, voilà, qu'on ait cette espèce d'étude d'impact en amont. Deuxièmement, pendant le changement, d'avoir des phases d'ajustement. J'ai envie de dire comme avec un client qui essaie, par exemple, un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, il a toujours la possibilité d'avoir un ajustement, c'est-à-dire de dire, ok, entre la réalité et la théorie, il y a un décalage, voilà, je vous en informe, et essayons de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Généralement, en fait, sur cette phase-là, on essaie de passer en force, parce qu'on a des délais, on a des coûts, on a aussi la volonté de pouvoir démontrer à la direction que tout se passe bien, et donc on passe en force, alors qu'il y a une nécessité d'ajustement. Là encore, il faut pouvoir créer des moments d'écoute avec les salariés pour identifier quels sont les ajustements nécessaires et informer les différents acteurs du changement. Et puis une dernière phase qui est 99% du temps oubliée, qui est cicatriser. Cicatriser le changement, c'est après le changement. Faire en sorte qu'on revienne vers les salariés pour savoir si tout va bien, si on est revenu à une base opérationnelle saine, à une base humaine saine, et puis leur poser la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différemment? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit retenir pour les conserver les prochaines fois?
et puis quels problèmes vous pouvez anticiper pour la suite. Voilà. Est-ce que vous êtes content aussi de la communication, vous êtes content de l'accompagnement au changement? Faire un retour auprès des salariés pour pouvoir déclencher aussi dans l'organisation un apprentissage organisationnel, c'est-à-dire que l'entreprise, l'organisation ne reproduisent pas éternellement les mêmes erreurs par rapport à l'accompagnement du changement. Pour terminer, n'oublions pas qu'on est rentré dans l'ère de la volatilité des organisations. Ça veut dire que les organisations sont soumises à des changements majeurs 1 à 2 fois par an. L'enjeu sera de limiter le coût d'adaptation à chaque fois de ces changements pour les salariés, pour faire en sorte que, au bout d'un moment, ils ne résistent pas au changement parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur mon adresse email mathieu.poirot@midori-consulting.com, que vous retrouverez sur mon site internet midori, consulting.com. À bientôt.